C'est live. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire qui aura pour thème aujourd'hui l'IA et productivité dans le domaine de l'assurance pour les assureurs de demain. Et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Yannick Soquet. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Et tout d'abord, avant de commencer les présentations plus amplement, est-ce que vous pourriez nous indiquer dans le chat, pour les personnes qui sont connectées, si vous entendez parfaitement, s'il n'y a pas de problème de son, si l'image est bonne. Alors, est-ce que... Modérateur. Merci Roxane et merci Roger. Donc, on va pouvoir... Thibaut, Roger, François, tout est OK, parfait. Et bien, comme je vous le disais, donc, je vais avoir le plaisir aujourd'hui avec Yannick de vous parler un peu d'IA, et c'est surtout Yannick qui va vous en parler, parce que moi, je ne suis pas expert en la matière, mais je vais essayer d'en apprendre un petit peu plus grâce aujourd'hui à l'expertise de Yannick. Avant toute chose, donc, je vais peut-être représenter Weedwit et son écosystème, et je donnerai la main à Yannick qui vous parlera justement de toute son expertise. Donc, Weedwit, pour rappel, on est une agence web spécialisée en banque et assurance depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. On accompagne des acteurs de l'assurance pour toute leur stratégie d'acquisition aujourd'hui, on va dire d'opportunités commerciales, puisqu'aujourd'hui, on sait aussi bien générer du lead, des mises en relation que des appels entrants. Et ça, c'est la dernière nouveauté, justement, que l'on a sur un projet sur lequel on a travaillé grâce à l'IA. Et puis, on a bien entendu, effectivement, le comparateur Mon-Gustave qui va fêter ses 6 ans cette année, qui permet au plus grand nombre de faire des économies sur leurs produits d'assurance santé, auto-habitation, emprunteur et donc directement sur Mon-Gustave. Et donc aujourd'hui, on travaille avec, je dirais, plus d'une petite centaine de partenaires de toute taille, des assureurs, des courtiers, des mutualistes. Et en fonction effectivement des besoins et de la dimension des activités, on va être en capacité de proposer des services sur mesure. Je vais passer la parole à Yannick. Oui, et donc moi, Yannick, j'ai cofondé un cabinet de conseil qui s'appelle Society, society.io. On accompagne les entreprises à intégrer l'IA à travers 3 métiers. On a une brique de formation et d'acculturation, on est organisme de formation pour ce faire, une brique de conseil et d'audit pour en gros détecter les cas d'usage au sein des entreprises. Et une fois qu'on a ces cas d'usage, on crée des agents IA pour pouvoir opérer tout ou partie ces tâches. Et c'est en partie ça que je vais vous montrer sur la deuxième partie du webinaire, sur la partie démo. Si vous avez des questions, vous pouvez effectivement les poser naturellement dans le chat et on s'efforcera de vous y répondre. Très bien, je reprends la suite. Bien sûr. Super, merci. Donc, avant de vous faire quand même la partie démo, je voulais quand même démystifier un certain nombre de choses, deux choses fondamentales à mon sens, c'est comment fonctionnent tous les outils d'IA. Ok, on va parler un peu de ChatGPT forcément, mais comment fonctionnent toutes ces moteurs d'IA. Il faut savoir que ce sont tous des outils de probabilité, c'est-à-dire qu'à la base, ils ne comprennent pas les mots que vous dites, et c'est en fonction de la question qui va interroger sa base de données pour vous proposer la réponse la plus probable. Ça ne veut pas dire que les réponses ne sont pas sûres, mais que c'est un calcul de probabilité. Et juste pour imager très rapidement, je vous pose la question suivante: quelle est la capitale de la France? Vous voyez que même Paris arrive à une probabilité de 99,9%, parce que ce n'est pas une réponse certaine au sens littéraire du terme, mais c'est un calcul de probabilité. Et pour imager, si j'avais posé la question sur l'histoire de la France, au niveau culture, au niveau architectural et ainsi de suite, quelle est la capitale de la France, j'aurais influé d'autres paramètres et donc la probabilité serait peut-être descendue autour de 90-95%. Tout ça pour dire que ça dépend vraiment de la manière dont on pose la question qui va influer sur la qualité de la réponse. Pour imager cela, j'aime bien montrer cet exemple. Ici, je suis sur une fenêtre de ChatGPT. Je lui demande fais-moi un post LinkedIn sur les bonnes manières d'utiliser l'IA. On va revenir rapidement sur la bonne manière de prompter. Ce n'est pas tout à fait le cas ici. Mais juste pour vous imaginer comment ça fonctionne. Aucun des mots ne sont compris par les IA. Lui, il a un principe de regrouper les mots, token en langage informatique. Et vous voyez que chacun des mots ici est découpé, y compris la ponctuation.
Et son job, lui, c'est après de regrouper les mots entre eux pour commencer à réfléchir à la manière dont il va vous répondre. Vous voyez que ici, c'est un peu coupé à gauche, mais vous voyez que ici, le fais-moi, un post LinkedIn, fais-moi, il comprend que c'est une instruction directe. C'est-à-dire que si vous lui dites j'aimerais que tu me fasses, ça a complètement fait varier les probabilités et donc la réponse qui sera beaucoup plus vague que fais-moi, qui est une instruction directe. Donc plus on parle précisément et mieux on a un résultat en accord avec ce qu'on demande. Bon, voilà, il fait ça sur plusieurs sujets. LinkedIn, il voit que c'est du contenu, les bonnes manières, il voit que c'est de l'éthique et ainsi de suite. Et une fois qu'il a fait ça, il vous propose le résultat. Vous voyez, il commence dans cet exemple précis par un emoji que je vais expliquer et il nous fait tout ça. Pour arriver à ça, d'accord, je remontrerai le résultat, je vous l'ai coupé, mais juste pour vous montrer, et c'est important, vous voyez, c'est les 4 premiers mots qui ont été calculés. Vous voyez que pour arriver à l'emoji fusée, en fait, ce n'est pas anodin. Il a calculé la probabilité de chacun des mots, comme je le dis, et il a vu que sujet tech, sujet réseau social et notamment LinkedIn, et il a associé de façon probable, parce qu'il a vu des milliards de fois que beaucoup de choses concernant la tech et le réseau LinkedIn concernaient des emojis fusés, mais il a hésité entre plusieurs emojis, mais il a fait le choix de la probabilité de l'emoji fusée. C'est la raison pour laquelle vous voyez que LinkedIn est bourré d'émojis fusés, parce que la probabilité la plus importante sur un certain nombre de sujets, c'est de commencer par l'emoji fusée. Si on ne lui dit pas, on ne souhaite pas d'emoji fusée. C'est important de comprendre que vous devez lui dire ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi lui expliquer ce que vous ne voulez pas, afin de personnaliser, personnifier un peu votre résultat. Donc, je vous ai mis les 4 premiers mots, mais vous voyez qu'après après l'emoji fusée, il refait un calcul de probabilité. Hein. Chacun des mots fait l'office d'un calcul de probabilité. Je vous épargne toute la phrase, mais vous voyez que là, il a hésité entre comment, entre les, entre 5. Il a choisi comment, il a choisi utiliser, et ainsi de suite. Et donc, chacun des mots, je le redis, fait ce calcul. Et je lui aurais dit j'aimerais que tu me fasses, et ben il ne serait pas allé droit au but, comme là, en commençant tout de suite à m'expliquer. Il serait rentré dans un langage un peu conversationnel parce qu'il m'aurait dit je ne suis pas sûr de ce que tu souhaites, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une bonne pratique de donner des instructions directes afin qu'il puisse exécuter. Rappelez-vous que les IA, hein, ce sont des machines. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin de lui dire bonjour, s'il te plaît, j'aimerais que, blablabla. Ce sont des machines, donc n'hésitez pas à leur parler comme à des machines. Donc ça, c'est le premier point sur la notion de probabilité qui m'amène au deuxième, qui est fondamental, c'est la manière de parler à ces IA. D'accord, c'est ce qu'on appelle le prompt, les instructions en anglais. C'est le plus important aujourd'hui. Exactement. Ceux qui n'arrivent pas à parler aux IA n'arrivent pas à ressortir des choses qualitatives. Les gens disent souvent les IA, ça ne marche pas, on a des choses qui ne sont pas bonnes. En règle générale, moi j'aime bien dire quand le résultat n'est pas bon, c'est souvent toi C'est le prompt. Qui n'a pas été bon. Et souvent, on parle justement d'hallucination des Ouais. IA. Est-ce que c'est lié au prompt Oui. ou c'est lié à… Alors, en grande partie, au prompt, je te donne un exemple très précis, très rapide. Avant que ChatGPT 5 sorte là, le 15 août, si on lui demandait quelle est la Terre, est-ce que la Terre est plate, il me dit non, la Terre n'est pas plate. Si dans la même conversation, je lui dis, ou dans une autre conversation, je lui dis, crée-moi, je reprends l'exemple de LinkedIn, hein, crée-moi un post LinkedIn sur, je viens de découvrir que la Terre est plate, il va me faire un post comme quoi, Karim, j'ai un truc énorme à t'annoncer, la Terre est plate. Incroyable. Donc, il aura complètement balayé. D'une part, il est complètement Alzheimer, et d'autre part, en fait, quand je lui demande ça, il me dit, mais pourquoi tu me dis ça alors que tu sais que la Terre est plate? Et en fait, il me dit, mais c'est toi qui me demandes de créer une histoire de la Terre plate. Et donc, j'exécute. Pour terminer l'anecdote, GPT-5 est sorti le 15 août. Quand je pose cette même question, dans ce même ordre, la deuxième réponse, c'est non, la Terre n'est pas plate, Yannick. Et après, il va générer le post LinkedIn. Donc, il a des capacités d'intelligence, d'où le fait que les hallucinations sont de moins en moins importantes. Malgré tout, si on lui dit dis-moi que je suis le plus fort, je suis le président de la République, voilà, et ben en fait, il va me raconter l'histoire. D'accord. Donc, c'est souvent à vous. Il va vous sortir la sauce. Donc, juste pour revenir sur la partie prompt, il faut vraiment comprendre un truc à qui on s'adresse avant de leur parler. Ce sont des ignares, d'accord? Ils ne savent strictement rien sur vous. Ils ne savent pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quelle boîte chez qui vous bossez. Ça, c'est quand tu débutes. Mais quand tu débutes. Et après, effectivement, il en sait de plus en plus sur toi. Dépendamment des IA, et si tu acceptes effectivement que tu es de la mémoire, si tu as mis des instructions personnalisées et ainsi de suite, il va en savoir de plus en plus.
Mais de base, c'est un ignare. Par contre, ce qu'il faut effectivement bien comprendre, qu'il est bourré de diplômes, il sait vraiment tout sur tout. Donc, c'est à toi, en fait, de tirer la quintessence en tant que bon manager, en tant que bon interlocuteur, de bien lui expliquer ce que tu souhaites faire. Au même titre que quand tu embauches un stagiaire, tu lui dis pas, fais de la prospection. Il va mal le faire parce qu'il n'a pas les éléments de contexte, tu lui as pas donné des exemples, tu lui as pas expliqué ce que tu souhaites obtenir, et ainsi de suite. C'est important de comprendre qu'il faut vraiment être beaucoup plus exigeant avec une IA qu'avec un stagiaire. C'est une image qui est quand même importante. Typiquement, les IA génératives, comme j'ai dit tout à l'heure, sont instruites pour répondre quelle que soit la question, quelle que soit la qualité de l'instruction. Ici, j'aurais pu tout à fait dire, je me mets dans la peau d'un assureur qui a 2 contrats d'assurance, je veux analyser ces 2 contrats. Point. Il va faire le job. Sauf que c'est beaucoup trop vague, en fait, analyser 2 contrats d'assurance. On ne sait pas si toi, tu es en mutuelle, si tu es en dommage ouvrage, si tu es en auto, si tu es. Enfin, voilà, tous vos termes. On peut lui donner du contexte. On peut lui donner complet. Donc, il y a un certain nombre de paramètres, il y a plein de règles pour arriver à bien faire les prompts, mais c'est effectivement les bonnes règles, c'est les contextes, c'est dire ce qu'on va faire, la précision, le ton, les exemples de documents que tu as pu analyser, des formats, et ainsi de suite. Pour vous montrer un exemple similaire d'une instruction comme « analyse-moi les 2 contrats », là, je lui mets dans la peau d'un expert en assurance déjà. Je lui dis qu'on a tant d'années d'expérience, qu'on est spécialisé dans les PME et dans le BTP. Ça, ce sont les éléments précis. Je lui dis, je veux analyser les 2 contrats. Je veux que tu me les compares avec les points critiques. Je veux que tu te concentres sur les garanties essentielles. Voici ce que je souhaite particulièrement regarder, le dommage ouvrage, la responsabilité, la protection, et ainsi de suite. Vous voyez, je suis beaucoup plus précis sur ce que je veux faire parce que sinon, en fait, il va m'analyser, il va me donner des choses qui sont très qui ne serviront pas. Voilà. Alors que là, effectivement, tu vas pouvoir avoir une vraie comparaison qui aura de l'impact. Voilà. Donc, soyez exigeants et passez un peu de temps à bien briefer la machine parce que sinon, vous aurez des choses qui sont très génériques. Et du coup, là, ce que ça démontre quand même dans ce prompt, c'est qu'effectivement, bien souvent, dans l'esprit des gens, un prompt, c'est quelques lignes. En réalité, effectivement, pour obtenir des résultats, on va dire, probants, et j'imagine que derrière, effectivement, on a une vraie analyse pertinente qui nous aurait pris un temps considérable à réaliser, parce que l'objectif, il faut quand même le rappeler, c'est de se dire l'IA aujourd'hui, on peut le considérer comme un assistant, on peut le considérer comme un collaborateur, mais c'est surtout un moyen de gagner du temps, d'être plus efficace. Oui. Encore faut-il bien lui expliquer ce qu'on souhaite obtenir de lui. C'est le stagiaire HEC. Il est très intelligent, mais si tu lui dis de faire du café, il fait du café. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir des stagiaires HEC, c'est pas évident. Voilà. Donc, justement, pour faire la transition, merci Karim, vous allez me dire, oui, mais les prompts sont longs et compagnie, il faut arriver à systématiser tout ça, standardiser toutes ces tâches, automatiser toutes ces tâches. Justement, il y a 2 manières d'aborder l'IA. La première, qui est assez simpliste, c'est effectivement faire des prompts. Là, vous tapez ce prompt, vous mettez les fichiers, ça va faire quelque chose. La deuxième manière, c'est de standardiser ces démarches. Il y a une petite question de Régis. Effectivement, on peut uploader directement CGV, tableau de garantie. On l'a fait, nous on le teste, bien entendu. Et vous pouvez alimenter l'IA avec des documents. Donc, et en général, les documents sont en PDF, donc ça fonctionne. Oui, en fait, il sait lire du PDF, des pages web, des Excel, des PowerPoint, de l'audio, de la vidéo. Enfin, il sait manger à peu près toutes sortes de formats, dépendamment des outils que vous avez à utiliser. Donc, une fois que vous avez systématisé, standardisé, vous dites, voilà, cette tâche-là, moi, je la fais tout le temps. En fait, je ne veux pas retaper ce même prompt. Moi, mon analyse de contrat, c'est tout le temps la même. En fait, on standardise et c'est ce qu'on appelle des assistants et maintenant des agents qui peuvent, en fait, être utilisés pour suivre une méthode, suivre un process et, en fait, automatiser un peu cette démarche. D'accord ? Donc, il n'y a que comme ça qu'on arrive de façon collaborative, de façon commune, en fait, à utiliser la même manière de faire. Parce que si toi, tu as 10 employés, chacun prompte d'une manière différente, chacun a son appétence à mal, plus ou moins bien prompter, vous aurez finalement des livrables qui sont un peu différents, des analyses donc là, différentes. tu standardises et surtout, tu automatises. C'est-à-dire que tu mets une fréquence, tu rends facile la fréquence, en fait. Voilà, exactement. Je vous montrerai par la suite sur un agent, sur 2 agents.
Donc, un agent, pour qu'il fonctionne, il a plein d'instructions, hein. Vous voyez, ici, là, on a, je ne sais pas combien de lignes, 2000 lignes d'instructions pour expliquer la méthode, le process, et ainsi de suite. Hop. On peut également connecter des données de l'entreprise, que ce soit synchronisé ou que ce soit des répertoires, afin qu'ils puissent se nourrir, avaler de la documentation pour pouvoir s'inspirer et contextualiser et avoir la manière dont vous le faites vous, et non pas rester dans du calcul de probabilité. Et puis après, vous pouvez lui mettre des capacités. Je vais vous montrer juste après. Est-ce qu'un agent peut appeler d'autres agents, un peu comme une équipe? Est-ce qu'un agent tourne sur Mistral parce que vous voulez être sur l'outil Mistral, sur Gemini, sur Claude, et ainsi de suite. D'accord? Donc, vous pouvez lui donner des capacités et également des outils. Est-ce que vous voulez vous connecter à votre Salesforce, à HubSpot, à votre Outlook, à votre Google Calendar, et ainsi de suite, ainsi de suite. Un agent travaille pour vous, dans votre environnement à vous, sur vos données à vous, sur votre vos outils à vous. écosystème. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de connecteurs, ce n'était pas le cas sur les premières versions. Oui. Et là, le fait de pouvoir se connecter à ces outils métiers propriétaires, là, c'est un vrai gain de temps. Exactement. Donc, il y a 3 types d'agents et après, je passe aux démos. Dans le monde de l'entreprise, en règle générale, vous avez souvent une espèce de super orchestrateur, l'agent numérique. Moi, dans mon cas, il a accès à mes mails et il n'y a que moi qui ai accès à mes mails, à mon agenda. Il a accès à une batterie d'autres agents qui va piloter un certain nombre de choses. Et aussi, il sait que ce que je parle, la manière dont je parle, un peu des expériences que j'ai pu faire. Là, si je lui mets demain ce support de webinar, il saura la manière dont je parle aux assureurs, et ainsi de suite. Il est nourri en permanence. Il y a des agents de tâches, ils savent faire que des tâches. Je vais vous en montrer un sur le développement commercial, sur de la séquence de mails, sur des propositions commerciales, et ainsi de suite. Il est expert en une tâche. D'accord ? Il n'est pas généraliste, il est expert en une tâche. Et on a des agents documentaires. Les agents documentaires, eux, sont connectés à la data de l'entreprise. Typiquement, j'ai analysé 40 contrats de dommages ouvrages. Je mets ça dans un répertoire et c'est un peu mon outil conversationnel sur quelles sont les clauses de tous les contrats de dommages ouvrages. Donc, tu en fais un bot ou tu en fais un chatbot accessible et Oui. qui peut, du coup, que tu vas interroger, mais spécifiquement sur cette base documentaire. Donc, tu vas créer en fait un agent vraiment spécialisé en assurance. Exactement. Exactement. Il n'y a que comme ça qu'on s'assure de ne pas aller rechercher des données de probabilité sur le web, sur la base de données. On s'oriente uniquement sur notre base à nous. Et donc, je vais vous montrer comment ça peut fonctionner. Donc, je passe sur mon écran et je vais partager la fenêtre. Hop, hop. Est-ce qu'on voit bien ma fenêtre? Est-ce que... Ouais, c'est tout bon? C'est tout bon. Donc ici, je suis sur ma fenêtre dans laquelle j'ai mes agents et je vais en appeler. Vous voyez, vous retrouvez un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et je vais appeler mon agent développement commercial. D'accord? Pour cet exemple, je vais lui donner, on suppose que j'ai récolté un lead sur mon site web, telle date, telle société, telle personne, voici un peu son besoin et son mail. D'accord? Là, comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de prompter, je n'ai pas besoin de lui dire que je suis en assureur, que je dois aller rechercher des infos et ainsi de suite. Tout ça a déjà été instruit et on a un gain de temps hyper important. Et vous allez voir, si j'ouvre à droite, la notion d'agent qui fait plusieurs étapes. Vous voyez qu'en étape 1, il a compris qu'il doit aller rechercher sur le web. Il va rechercher en l'occurrence sur le site web qui n'est pas indiqué, comme vous voyez, il a fait une recherche Google, parce que mon agent a accès à Google. Il a après navigué sur le site, il est allé voir les mentions légales parce que je lui demande des informations juridiques, il est allé voir d'autres choses sur le web en dehors du site pour aller typiquement, vous reconnaissez Papers, vous reconnaissez LinkedIn et ainsi de suite. Et ensuite, pour pouvoir regarder d'autres choses, typiquement le profil LinkedIn et ainsi de suite. Parce qu'en fait, il a pour objectif de me qualifier mon prospect et de me sortir tout un tas d'informations et de m'anticiper les éventuels besoins que l'on pourrait proposer à ce client. Et donc là, ton agent, tu lui as préparé plusieurs prompts. Et après, est-ce que ce sont des étapes qui s'enclenchent les unes après les autres? Vous voyez, c'est complètement, j'ai les mains en l'air, je ne fais strictement rien, ça s'enclenche automatiquement parce que lui suit le process, suit la méthode et il va
automatiquement à mettre telle ou telle étape en fonction de D'accord. l'information qu'il a besoin. Et donc là, ça prend quelques secondes forcément, parce qu'il y a pas mal d'étapes que vous voyez. Mais c'est pour ça que je tenais à le faire en live, parce que ça ne prend pas non plus 2 minutes. Et là, je vais couper ça, il a qualifié. Vous voyez qu'il allait rechercher les infos. C'est en train de bugger le partage là. Hop. Il est en train de rechercher des infos sur l'entreprise, sur est-ce qu'il a une flotte auto, est-ce qu'il aurait besoin d'une responsabilité civile, est-ce qu'il a des assurances critiques à faire, est-ce qu'il y a des opportunités commerciales. Allez regarder aussi ce que je vais remonter pour que ce soit plus. Voilà. Vous voyez ici la notion de données de la société, des données financières, publiques. Ah oui, c'est très documenté. Là, pour le coup, tu as vraiment, la photographie du client. Et il l'a fait live. Le contexte business, il voit qu'effectivement, en mars 2024, la boîte a été cédée. Et donc, Damien est resté associé. Il voit qu'ils ont une expansion géographique qui était prévue. Il voit le profil du dirigeant. Qu'est-ce qu'il fait par ailleurs? Il voit qu'il y a des voitures, des commerciaux, éventuellement une flotte. Il comprend que cette activité va devoir être assurée sur la RC. Il voit qu'il a besoin aussi, potentiellement, il fait une découverte. En fait, il fait une découverte avant même que, justement, dans le monde de l'assurance, on doit faire effectivement ce qu'on appelle une découverte des besoins pour identifier justement les risques à garantir. Mais là, en l'occurrence, ça donne tout de suite des insights et ça te permet d'orienter en fait tes échanges. Si tu es assureur et que du coup, ces personnes-là et ton prospect, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas tout de suite pouvoir savoir vers quoi tu vas pouvoir travailler. Exactement. Et là, il t'apporte des propositions. Comme tu dis, tiens, on a vu une croissance explosive, voilà, tu as probablement des nouveaux risques. Tu as une expansion géographique, donc tu as d'autres besoins. Tu as un changement d'actionnariat, donc tu as d'autres couvertures. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Par rapport au secteur. Et puis après, en fonction de… Là, il est aussi instruit pour faire un brise-glace, pour aller trouver la bonne approche pour parler à ce dirigeant, à ce lead, à ce prospect. Tiens, félicitations. On a vu que tu as cédé ta boîte à capital croissance. On a vu que tu as fait une belle croissance, et ainsi de suite. Donc, il nous apporte déjà des éléments éléments d'enfant. Absolument. Et ça, donc, du coup, naturellement, tu peux l'injecter dans ton CRM. Oui. Et lorsque tu vas effectivement préparer ton rendez-vous, tu auras tous les éléments que tu vas pouvoir classifier. Exactement. Et à la fin, comme cet agent, il est connecté à d'autres agents, il me dit, en fait, la suite logique de ça, c'est de lui faire un email, de lui faire une recommandation, et donc il te dit, tiens, tu pourrais appeler les autres agents. Là, je vais le faire vite. Je vais faire séquence, effectivement, email. Fais-moi une séquence de mail. Enfin, un seul mail, sinon ça va être long. Donc là, il appelle son autre copain qui, lui, est instruit uniquement pour faire des séquences de mails. Il a vu des manières de faire de la prospection par mail, des emails de relance, des tons, des styles. Il est aussi instruit par les connaissances qu'il a de votre entreprise. Et donc, quand il va parler, alors moi, je ne suis pas courtier en assurance, mais quand, supposons que toi, tu mettes effectivement ta proposition commerciale, tes valeurs, tes offres, en fait, il va tout de suite pouvoir enclencher. D'accord ? Et donc là, la séquence de mail, il va la construire en fonction des éléments que tu auras récupérés en amont. Donc, on est sur quelque chose d'ultra personnalisé. Voilà, que j'aurais consulté en amont sur les différentes choses que j'ai vues sur le web, mais aussi avec la personnalisation de moi, courtier en assurance, si je l'étais. D'accord. Donc là, il me propose ce mail. Bon, on n'est pas là pour juger forcément la forme. Encore une fois, moi, je ne suis pas courtier, mais en tout cas, l'exécution de ça. Il m'a même mis le lien pour prendre rendez-vous. Ça descend. Ouais. Vous voyez, il a même mis le lien pour prendre rendez-vous dans mon agenda. Il a tout de suite mis un lien de la présentation de l'entreprise. Et là, je vais lui dire, je vais lui dire, je vais rappeler le note, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait, mais crée-moi le mail. Enfin, je vais lui dire, je veux caler un rendez-vous visio avec Damien. Va dans mon agenda, trouve 3 créneaux à partir de 10 octobre de 30 minutes et écris le mail. Et propose. Ouais. Donc là, il est connecté donc, du coup, à ta boîte mail. Oui. Et le mail, du coup, il est envoyé automatiquement ou
ou il le met en brouillon et puis c'est toi qui décides, du moins j'imagine que il y a des mails que tu vérifies, peut-être d'autres pas, mais du coup tu lui donnes une instruction pour le mettre en brouillon, pour l'envoyer qu'après validation. Exactement, c'est une bonne remarque, enfin c'est une bonne question de dire qu'en fait c'est nous qui fixons les règles, hein. C'est pas Terminator où il va pouvoir faire des choses et contrôler mon PC, non. Moi effectivement je lui ai donné des droits tant sur les instructions, mais aussi techniques, hein, de uniquement créer des brouillons. Parce que je souhaite… donc avoir un contrôle, une vérification humaine. Donc là, vous voyez, hein, il a regardé des étapes qui se font, mais il a regardé dans l'agenda. Il est en train d'aller tous les créneaux qui sont dispo, d'accord. Il en a trouvé plein. Voilà, vous allez voir hein, par la suite sur l'affichage. Et une fois qu'il a trouvé les créneaux, là, vous voyez ici, hein, il me dit, bah, là, tu es à Paris, là, tu peux pas, là, tu peux, blablabla. Voici les 3 créneaux proposés, d'accord. Le 11 à 10h, le 11 à 14h et le 15 à 9h. Il me dit qu'il a créé l'email et il me dit, bah, tiens, au fait, je t'ai mis un brouillon, donc révise-le et envoie-le, quoi. D'accord. On a une petite question, du coup, d'Antoine qui nous demande si on peut envoyer un email via Thunderbird. C'est une bonne question. Probablement oui. C'est toute une question de connecteurs et d'API. Thunderbird, c'est plus un logiciel. Nous, on se connecte plutôt à l'hébergeur au serveur de messagerie. Absolument. Et donc là, juste pour finir le test, si je vais dans mes mails, brouillon, d'accord, je rafraîchis. Vous voyez qu'à 11h26, c'est bien l'heure, j'ai un brouillon échange visio. Ouais, on est bien en live. Hein. On est bien en live. Hein. Bonjour Damien. Voilà, voici les 3 créneaux que je te propose, blablabla. OK. Donc ça, c'est un cas d'usage de comment aujourd'hui, en fait, on arrive rapidement à qualifier, obtenir beaucoup de recherches et proposer des choses à nos clients. Ouais, effectivement, là pour le coup c'est bluffant parce que et donc là il est connecté donc à ta messagerie, il est connecté à ton agenda, il va chercher les informations, il fait la curation, donc étape 1 il fait la curation sur le profil, oui. Étape 2 donc il va effectivement créer le mail, aller chercher les infos et puis après t'envoie. Oui. Ok. Et il y a une autre manière qu'on fait, alors là supposons qu'on soit en mode prospection, on est sur le site web d'un prospect, je suis en train de parcourir son site, ok, super, moi je pense qu'on peut faire ça, blablabla, ok. Là, on peut appeler son agent aussi directement depuis la page web. Je lui donne accès au site et je vais toujours appeler le même agent, là, BizDev, et je vais lui dire, je vais faire un copier-coller, je vais lui dire, sur ce site-là, avec sa société, je veux que tu ailles chercher les infos. Alors, pas tout le process de tout à l'heure, c'est pour ça que je coupe. Plus ciblé. Plus ciblé. Et effectivement, en fonction de ce que tu es en train de lire là, dis-moi, en fonction de moi, mes offres et mes services, qu'est-ce que je pourrais proposer s'il y a un match qui peut se faire. Exactement. Exactement. Et là, je vais le remettre en grand. Donc là, c'était juste pour pouvoir lire mon écran, quoi. Je vais le remettre en grand. Hop. Et donc là, pareil, hop. Il me dit, effectivement, cette boîte est dans l'IA, elle fait ça, elle fait des formations, blablabla. Ce que je pense que tu pourrais lui proposer, c'est la responsabilité civile spécialisée IA, une cyberassurance, l'assurance décennale numérique, protection juridique, et ainsi de suite, ainsi de suite. Incroyable. Et du coup, là, on a toujours Antoine qui nous précise que lui, il est chez One and One. Oui. Et à savoir si ça pourrait fonctionner. Dans l'environnement Gmail, oui. Moi, je suis dans l'environnement Gmail. Alors, la question, c'est est-ce que ça fonctionne chez One and One ou est-ce que ça fonctionne uniquement sur Gmail? Non, en fait, c'est vraiment Antoine pour vous répondre. Ce qui va vous permettre de savoir si c'est possible ou pas, c'est s'il y a un connecteur via les agents ou via les LLM que vous utilisez. Ouais, il y a la plupart des fournisseurs de messagerie aujourd'hui ont des API, des MCP, enfin je ne vais pas rentrer dans la technique, mais voilà, moi je fais le test sur Gmail parce que nous sommes chez l'environnement Google. Google et Microsoft, effectivement, sont les géants mondiaux, donc eux, ils ont déjà, il y a déjà le connecteur natif quasiment, mais après, tout est personnalisable, hein, là ça devient un peu du custom, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, là, Yannick, là, sur la démo que tu le montres, parce que je pense que pour beaucoup de personnes, c'est un petit peu abstrait.
Oui. Donc aujourd'hui, dans les usages que l'on a pour aller solliciter une IA, alors moi j'utilise beaucoup la version vocale sur mon iPhone. Je parle beaucoup aux IA. Là, où je vais effectivement sur le navigateur web, là en l'occurrence, on est sur une interface donc, qui est dédiée à cet agent. Donc la question, c'est comment on crée en fait ces interfaces? Est-ce qu'elles existent sur étagère? Comment on passe, comment on migre en fait, d'un usage sur les LLM via leur fonctionnalité vers un agent? Comment on Et fait cette bah, transition? ouais, la première chose, c'est de découper. Nous, quand on voit dans une boîte comme toi, on te dit, bah, OK, Karim, c'est quoi en fait les étapes de travail? Là où tu passes beaucoup de temps, là où les tâches sont chiantes, là, les tâches sont chronophages, sont coûteuses, et ainsi de suite. Et en fonction de ça, là, on ne parle pas outils, on parle méthode, on parle process, on parle changement. En fonction de ça, si tu me dis, bah, moi, mon sujet, c'est plutôt de l'analyse et la visualisation de mon portefeuille client, bah, je vais te dire, OK, on va faire un agent, mais qui va tourner sur tel modèle, sur telle plateforme. Donc, à la base, on ne parle pas d'outils. Après, la question, est-ce que nous, comment on déploie nos agents, bah, effectivement, on bosse avec une solution française de stockage d'agents sur lequel on déploie, sur lequel on a des serveurs en Europe, sur lequel on vient former et accompagner les gens à les utiliser parce que bah, il y a besoin un peu d'accompagnement. Donc, il y a une plateforme sur laquelle tu vas tu vas créer tes Ouais, agents et sur lequel tu vas les onboarder. exactement. OK. Exactement. Là, si vous voyez, j'ai mes agents personnels là, qui sont ceux-là. Bah, ils sont effectivement tous à ma disposition, mais j'ai aussi accès. Je ne veux pas faire une démo de l'outil, mais à Mistral, à Gemini, DeepSeek, à Claude. Enfin voilà. C'est très intéressant. Du coup, ça appelle pour moi une autre question, mais que je Oui. pense que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. On connaît tous ChatGPT parce que c'est le leader, le premier, et on va dire celui qui est le plus mainstream, le plus grand public. Oui. Et puis après, tu en as d'autres. Donc, tu as Claude, tu as DeepSeek, je vois qu'on a des IA chinoises. Mais qui tournent sur des serveurs européens, je le qui tournent, précise, ok. là en l'occurrence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les gens vont avoir des difficultés à se dire mais pourquoi j'irai vers telle IA? Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des IA qui vont être beaucoup plus performantes sur des sujets Oui. que d'autres. Alors, pour faire simple, la question c'est si vous devez en choisir un et que vous débutez, vous pouvez aller sur ChatGPT, il sera très 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 fort sur plein de trucs. Si vous voulez pousser et standardiser la démarche, là il faut faire appel à des gens qui eux ont la connaissance et l'expérience sur les cas d'usage. Mais ne vous torturez pas l'esprit déjà sur la complexité. Enfin, chacun fait son métier. Moi, je ne suis pas en train de vous dire, bah, il faut aller prendre tel courtier, tel CRM. Ah, mais je veux travailler avec Groupama et pas MMA. Non, voilà, ça, c'est le rôle Nous, on est courtier en IA, si je puis dire. Oui, c'est ça. Vous êtes agrégateur. Bah oui. Ouais, vous agrégez les C'est c'est à nous de choisir la bonne compagnie pour le bon cas d'usage. C'est une bonne transition. Je voulais montrer un deuxième cas que j'ai lancé juste avant. Alors, je vais répondre à Nathalie. Je crois qu'effectivement, Yannick en même temps a répondu un peu à votre question. ChatGPT semble aujourd'hui avoir je veux dire, le socle d'expertise le plus large et conviendrait pour un début. Et puis après, effectivement, c'est vrai qu'il faut tester. Nous, on en parlera tout à l'heure dans les slides d'après, comment on utilise IA au sein de Wedoit et de Mon-Gustave. Et effectivement, on a identifié clairement que certaines IA avaient des, des performances supérieures sur certaines tâches. Absolument. Vous voyez ici, j'ai un deuxième cas que me soumettent les gens dans le monde de l'assurance et qu'ils ont des portefeuilles clients. Il sait que tel client, il est dans tel secteur, à tel endroit, il fait tant de chiffre d'affaires, il est assuré plutôt c'est où j'ai mis sur les RC auto, mais pas sur la mutuelle, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, il a son portefeuille pour pouvoir aller connaître son client et pour pouvoir lui proposer d'autres choses qui seraient complémentaires à lui. Typiquement, la bonne IA pour bouffer de l'Excel et vous visualiser tout ça, ce n'est pas GPT, c'est Claude. C'est Claude, c'est ce que j'allais dire. Donc là, je vous montre un exemple. Vous voyez, je l'ai lancé un peu avant, mais j'ai fait lancer l'analyse de ce fichier Excel, d'accord, avec toutes les données qu'il y a à l'intérieur. Et je lui ai dit que je veux un tableau de bord interactif pour pouvoir me faire de la recherche. Ça, ce tableau-là a été généré
C'est un dashboard. Un dashboard avec, si je remonte un tout petit peu, avec de l'analytics ici, avec des graphiques, avec des c'est pas tout affiché, avec des recherches et ainsi de suite. Non, c'est pas celui-là, c'est juste en dessous, pardon. Excusez-moi. Vous voyez ici, là, les top opportunités, l'analyse des données, la liste des clients, tout ça. Ça, c'est Claude qui me l'a généré. À partir d'un simple fichier Excel et d'un prompt. À partir de ce fichier Excel. D'accord, incroyable. Et là, c'est dans un objectif, j'explique le cas, c'est OK, moi j'ai 50 clients qui sont RC en mutuelle, mais je lance un nouveau service qui est la assurance auto. Et ben typiquement, je lui ai demandé d'analyser mes opportunités. Tout ça sont des données fictives, donc j'ai aucun souci à les afficher. Voilà. Du point de vue du RGPD, pas de souci. Je précise. Donc là, typiquement, il me dit, cette boîte-là, tu l'as déjà sur une assurance. Et par rapport, encore une fois, un peu de recherche et un peu de contextualisation, le cross-sell cible, donc la possibilité d'aller upgrader ce client-là, c'est clairement la mutuelle. Donc, au lieu d'aller chercher un nouveau client à l'extérieur, tu as des prospects en réalité qui sont là et auxquels tu pourrais proposer tes services. Donc là, pareil, c'est un vrai gain de temps et d'économie. Exactement. Donc aujourd'hui, les gens capitalisent très peu sur leurs données, sur leur CRM. Des logiciels type modulaire et tout n'ont pas ces capacités. Et donc, en fait, aujourd'hui, en exportant sa donnée et en la gardant, en la triturant, on peut la faire afficher. Donc là, c'est basique, mais il a compris qu'effectivement, mais imaginez si vous avez 10 000 lignes, que cette société dans le BTP, il propose, si vous êtes acteur de la dommage ouvrage, bien sûr, encore une fois, vous pourriez proposer ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour répondre à Antoinette, bien entendu, Yannick ou moi-même serons à votre disposition si vous souhaitiez approfondir ces sujets passionnants. Et vous voyez, on a mis des champs déroulants, de la recherche, blablabla, blablabla. Enfin, voilà. Ça, c'est des cas d'usage de segmentation, de visualisation, d'analyse de la donnée. Le troisième cas donc là, je vous ai montré un peu la partie qualification, prospection, email, agenda. Je vous ai montré la notion d'aller sur un site web et d'aller tout de suite contextualiser ce qu'on pourrait lui recommander commercialement. J'ai montré un cas d'analyse de données et je voulais vous montrer un autre cas de benchmark concurrentiel. D'accord ? Je vais taper courtier assurance Lyon. Je vais en prendre un au hasard. Oui, alors pour ceux qui n'avaient pas identifié, nous sommes actuellement à Villeurbanne, à côté de Lyon. D'où la recherche de Yannick. Je prends ce site web, je vais aller sur une assurance, je ne sais pas, cyber-risque. Supposons que je sois cette société, d'accord, ou que je cible cette société, il faut avoir le cas. Là, pareil, je vais appeler un agent qui, lui, a des connaissances sur le benchmark, d'accord. Je vais faire un copier-coller pour donc, moi, je suis en train de benchmarker mon activité. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je ne suis pas bon? Est-ce que je suis légitime? Et finalement, je ne sais pas trop ce qui se passe sur mon marché. C'est important de connaître ses concurrents et de savoir ce qui vous différencie. Donc, des fois, en fait, il faut. Je fais la transition, le temps qui cherche, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, une grande partie des recherches, on estime à 20-30% des recherches, se font plus sur Google, se font sur ChatGPT, sur Perplexity, et ainsi de suite. Donc, si vous ne savez pas, en fait, ce que disent de vous ces moteurs, c'est un peu compliqué. Donc, là, je lui ai demandé de faire un benchmark sur les acteurs lyonnais similaires et trouve-moi les acteurs en faisant un SWOT. D'accord ? Force et faiblesse. Opportunité, menace. Là, pareil, il exécute un peu tout son process. Je ne démontre pas à droite, mais... Et donc, typiquement, vous voyez, il me pose des questions. Si je n'ai pas été assez clair, typiquement, c'est un bon exemple de dire... Il me challenge. Ouais. Je veux analyse concurrentielle comme si j'étais le cabinet de courtier Sagesse. Il est instruit pour me poser des questions s'il estime qu'il lui manque des informations. Voilà, donc là, maintenant, il va exécuter parce qu'il a tout compris. Bon, là, moi, ce sont mes agents à moi, donc il me demande en fait quels sont... ok, c'est bon. Paramètres d'analyse identifiés. Tac, tac, tac.
Il me demande de confirmer. Blablabla. Là, je l'ai lancé un peu en semi-automatique, mais voilà, il me dit, je vais le terminer. Il a analysé un certain nombre de cabinets, les forces, les faiblesses, les éléments distinctifs avec le cabinet sagesse en question. Et à la fin, en règle générale, il va me faire une petite synthèse parce que moi, j'aime bien les synthèses. Donc là, il fait son job. Vous voyez que pendant que vous faites ça, Ça vous permet d'avoir un service marketing à dispo, même si vous n'avez pas les ressources, puisque effectivement, ça en général, c'est plutôt les services communication marketing qui vont opérer ce genre d'analyse. Et si vous n'êtes pas aujourd'hui équipé, si vous n'avez pas les ressources, vous avez la possibilité d'accéder à des informations très rapidement. C'est ça, oui, je trouve, absolument. qui est bluffant dans ta démonstration, c'est que ça, pour réaliser ce genre de travaux, c'est minimum 4-5 heures de recherche, de compilation, et puis encore sans certitude d'avoir ce niveau de qualité et de précision. Donc, exactement. Donc, je vais essayer de remonter un peu le temps qu'il me fasse le tableau. Là, pour on répondra après, Sébastien, ouais, à votre question qui est très importante et c'est sans doute même un point central. Donc là, il me fait une synthèse globale, une synthèse, il me dit qu'est-ce que la méthodologie, il me dit qu'effectivement c'est septembre. Voici les acteurs qu'il a analysés, 3B avec les forces, les faiblesses, les éléments distinctifs, et ainsi de suite. Il en a analysé 6, comme il l'a dit. D'accord. Je passe rapidement, mais tac, voilà. Il me fait un tableau comparatif en fonction de mes offres, comment il me jugerait par rapport au marché. Et puis après, là, ce qu'il est en train de générer, c'est un tableau un peu à l'image de tout à l'heure, comparatif avec force et faiblesse, un peu comme on appelle ça en araignée. Là. Un cabinet historique, effectivement, à Lyon, à la Croix-Rousse. Voilà. Donc, voilà, il y a le temps que ça se génère, parce qu'effectivement, ce n'est pas une baguette magique et ça ne se fait pas en 10 secondes. Oui, il faut un petit peu de patience, mais du moins, versus les heures. Exactement. Les heures, et puis en plus, quand ce n'est pas notre expertise, moi, tu me demandes de faire un SWOT, alors je l'ai vu dans mes cours de marketing il y a quelques années, si je devais m'y remettre, ce serait compliqué. Il faudrait un petit peu de temps d'assimilation. Je vais voir si j'ai gardé. Donc, on voit bien que ça ouvre des champs des possibles de façon illimitée. J'ai peut-être été gourmand dans la demande. Mais tout ça pour dire que, ouais, on a essayé de montrer des cas un peu de productivité, d'efficacité commerciale, qualité aussi, parce que l'IA apporte aussi des fois des choses auxquelles on ne fait pas et qui nous permettent d'être faits. Typiquement, des benchmarks, d'aller proposer des prestations auxquelles on ne faisait pas avant. Donc, la qualification. Qualification. 2, un peu de prospection. 3, effectivement, de la productivité au sens email, agenda. 4, cross-selling, dashboard, visualisation. Identification d'opportunités sur portefeuille, clairement, ça, je pense que c'est un axe qui est très, très important. Ouais. Et 5, de comprendre un peu notre marché, les acteurs, ou pareil, les acteurs du marché de notre prospect. Et là, il m'a fait, voilà, c'est ce que je voulais voir effectivement. Moi, comment je me positionne en termes d'ancienneté, en termes de marketing, en termes de géographie, en termes de digital, pour Sagesse Assurance, avec tous les éléments. Et puis à la fin, il me fait un peu les opportunités stratégiques, me dire, tu devrais faire ça parce que la cyber, c'est en croissance de 25%, et ainsi de suite. C'est un espèce de super consultant que tu as à ta disposition. Ah oui, là pour le coup, c'est un super consultant, parce que je vous laisse imaginer après les coûts associés, parce qu'on pour l'instant, on parle que de temps et de productivité, mais en réalité, derrière, si vous deviez faire réaliser ces études de marché par des équipes, ça serait un coût effectivement assez conséquent. On va peut-être répondre à Nicolas sur ce sujet qui est un sujet effectivement important, qui est comment protège-t-on les données, comment s'assure-t-on de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas mettre dans les IA, alors quelles que soient les IA, mettre des données sensibles. Donc, est-ce qu'il y a des façons de faire? Est-ce qu'il y a des façons, il y a des choses, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire surtout? Les choses à ne pas faire, c'est d'utiliser les versions gratuites qu'un collaborateur va prendre à son propre compte. Moi, je travaille chez toi, tu ne me fournis pas des licences payantes.
parce que les licences payantes, je ne vais pas détailler toutes les offres de tous les moteurs, mais ont des options de garantie de confidentialité et de non-entraînement des modèles. C'est en règle générale les abonnements entreprises. Donc là, c'est des fonctionnalités de base à cocher ou à décocher. Exactement. Le risque aujourd'hui de la fuite des données, il n'est pas sur les moteurs d'IA, parce que eux, ce sont des outils mathématiques, ils ne comprennent pas, tout est anonymisé, RGPD bien sûr, sinon ça ne serait pas disponible en Europe, etc. Ouais. Exactement. La grosse fuite aujourd'hui que l'on voit, nous, c'est les collaborateurs qui prennent un compte GPT gratuit ou payant à leurs propres frais et qui quittent l'entreprise, en fait. Parce que s'ils ont mis les contrats, s'ils ont mis des tableaux de bord, des données sensibles de l'entreprise ou de personnes, et ainsi de suite, c'est plutôt la fuite de données. Donc, ce qu'il faut faire, c'est effectivement se doter des bons outils, doter des bons outils à vos collaborateurs et puis de mettre des chartes. En fait, avant, il y avait la charte informatique. Aujourd'hui, il y a la charte IA. Qu'est-ce que tu dois mettre Est-ce qu'on autorise ou pas de mettre des contrats? Est-ce qu'on autorise ou pas à mettre des données CRM? Et voilà, et c'est à définir un peu les chartes de bon sens, si je puis dire, si on estime que ce truc-là, on ne fait pas confiance aux Américains ou pour X raisons, bref, on peut aussi ne pas les mettre et faire autre chose, des benchmarks, de la prospection, de la qualification ou de l'analyse de contrat. De toute façon, c'est sur la place publique. Donc ça, il n'y a pas de risque. En fait, il faut mesurer le risque de ce qu'on met dans les machines. Et tout à l'heure, Yannick, avant le début de ce webinaire, on parlait justement d'une solution qui est développée dans une des sociétés de votre groupe, qui permet justement de travailler dans un écosystème sécurisé où justement il est possible d'uploader en toute sécurité des données et avec la garantie effectivement qu'il n'y aura pas de fuite. Nous, effectivement, on a vite compris que c'était un vrai sujet chez les boîtes. Et donc, on est devenu, alors ce n'est pas notre solution malheureusement, mais on est devenu intégrateur d'une solution française qui nous permet effectivement, en termes de confidentialité des données, d'abonnement à tous les moteurs, de stockage de nos agents et ainsi de suite, de garantir un peu ces choses-là. Donc voilà, on l'a mis, on est partenaire de cette solution française qui s'appelle Dust, sur lequel on a déployé un certain nombre d'agents un peu métiers, qu'on met à disposition de nos clients, parce que le plus important, c'est la connaissance du métier et de mettre tout ça en mode IA. Et donc ça, c'est un peu généraliste comme marketing, veille et ainsi de suite. Et je vous ai mis aussi quelques exemples qui pourraient, vous voyez, la liste est encore à co-construire ensemble parce qu'il y en a plein. Il y a plein d'usages encore qu'on n'a pas. Ceux-là, c'est des choses qu'on a déjà vues et qui se pratiquent dans d'autres secteurs et qui sont tout à fait appliquées au monde de l'assurance. Vous avez parlé d'analyse de contrat, de cross-selling, la gestion des sinistres. Enfin voilà, je vais pas, vous savez lire. Le routage des mails, très souvent, les cabinets ont des mails un peu standards, ils ne savent pas attribuer qui, quand, quoi, comment. Et puis aussi de mettre un espèce de chatbot conseil. Il a toutes les données de vos offres, vos services et il sait répondre en temps réel. Oui, donc il y a plein d'usages effectivement déjà existants et puis tous ceux que l'on va découvrir au fur et à mesure, puisque comme vous l'avez vu, les IA progressent très très vite et les premières IA sont arrivées, la première version de ChatGPT, juste pour aussi tuer fin novembre 2022. Fin novembre 2022. Donc, je ne sais pas si vous aviez déjà testé à l'époque. Et aujourd'hui, ce que l'on peut faire avec ChatGPT, c'est juste incroyable. Sans commune mesure. Sans commune mesure. Et je crois, alors j'écoutais ce matin un podcast où il disait que, alors je crois que c'est en Albanie, où ils ont créé un ministre. Ils ont créé le premier ministre numérique avec une IA. Donc, vous voyez, on arrive à aller même sur des choses assez incroyables. Moi, si on m'avait dit il y a un an qu'il y aurait un Premier ministre dans un pays qui serait une IA, je dis non, c'est pas possible. Et a priori, c'est le cas. Je ne veux pas faire de politique, mais c'est en partie un peu de sens, parce qu'en fait, un Premier ministre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit analyser les situations et prendre des décisions avec des contextes. Donc là, on lui dit, il y a tel problème, tel truc, telle réglementation, toi, qu'est-ce que tu ferais? C'est bien sûr pas l'IA qui prend la décision, mais il t'assiste à agréger la multitude de données et te donner les différentes pistes. Et après, de toute façon, on est en mode réflexion, c'est pas des monarchies, donc après ils consultent et puis voilà. Mais oui, c'est intéressant. En tout cas, c'est un modèle à suivre. Ça sera intéressant de voir effectivement comment ça se traduit. En tout cas, bravo à l'Albanie pour avoir été un des premiers États à faire ce choix audacieux. Il y a la Chine qui a mis un président de société aussi, plus de, je ne sais plus combien de dizaines de milliers de boîtes. Le CEO est une IA. D'accord.
OK. Ouais, bon. Après, c'est vrai que pour le coup, l'IA va tellement analyser la donnée que le risque de se planter est infime. Mais à suivre, à suivre. Ouais, Merci Yannick en tout cas pour ces exemples, hein. J'espère que vous aurez effectivement pu identifier pas mal d'usages. Et puis, comme je vous le disais, Yannick sera tout à fait heureux de pouvoir poursuivre ces discussions. On a voulu également, puisqu'on est un acteur de l'assurance, on accompagne des assureurs et on est nous-mêmes comparateurs, on se devait effectivement, c'est bien de faire venir Yannick, mais c'est de se dire, OK, mais concrètement, dans la vraie vie, comment ça se passe dans une société qui utiliserait l'IA? Nous, ça va faire un petit peu près maintenant 2 ans qu'on s'est mis au régime de l'IA. On se force quotidiennement à l'utiliser pour différentes raisons. Donc, on utilise pêle-mêle Claude. Et effectivement, je rejoins Yannick hein, sur la performance de Claude, sur la conception de dashboard, d'analyse. Bon, vous ne le voyez pas à côté, mais on a des équipes. Nous, par exemple, toutes les réunions de nos collaborateurs, elles sont préparées, ils les préparent sur Claude. Ça leur fait des dashboards avec effectivement tous les indicateurs, les variations. Ouais. Donc, ça leur prend que quelques minutes pour préparer une réunion. Et donc, ça, c'est super. ChatGPT, effectivement, on a Michel qui travaille beaucoup sur le sujet de la rédaction. On a travaillé beaucoup aussi sur l'UX avec Claude. Claude est très performant sur l'analyse des tunnels de vente, Absolument. sur l'optimisation des parcours. Depuis cet été, on essaye de dompter N8N pour créer des workflows, des automatisations. Alors, un peu dans l'esprit de ce que fait Yannick. Gemini, on l'utilise, alors un peu moins. Je ne sais pas si toi, tu as identifié sur Gemini des axes. Ouais, Gemini, moi j'utilise pas mal sur un cas précis, c'est l'analyse audio, transcription audio d'une vidéo, enfin d'un rendez-vous de 2 heures, 3 heures. Il est capable de transcrire mot à mot, c'est le seul qui sait le faire. D'accord. Et j'utilise aussi pour des choses beaucoup plus longues. C'est celui qui a le format, on peut y mettre en entrée, je sais pas, 1 milliard de lignes. C'est celui qui te permet de créer des podcasts, c'est ça? Alors, Google a aussi des autres technos, Notebook LM, qui permet de créer des podcasts à partir d'audio, à partir de documentation. Et puis, j'utilise aussi Gemini parce que moi, je suis sur environnement Google, donc il analyse mon Drive. Google Slides, il crée des Google Slides, il crée des images. L'Excel aussi, bien que j'en fasse de moins en moins, mais voilà, il sait interagir en fait au même titre que Copilot sur la suite Google. Quoi. Ouais, Microsoft, OK. On utilise également alors, Captions pour faire des vidéos, et c'est une app, mais qu'on peut utiliser aussi sur PC, qui fait des vidéos avec des agents. Moi, ce matin, j'ai posté justement une vidéo que j'avais faite avec Caption sur mon LinkedIn pour annoncer le webinaire, et c'est donc un clone, c'est mon clone IA. Hein. Donc, et du coup, après, je peux lui faire dire ce que je veux. Alors, c'est presque du deepfake, mais. Ouais, mais c'est toi. Donc. Voilà. On utilise aussi Mistral pour le texte parce qu'effectivement, c'est vrai que Mistral est un modèle qui est entraîné en français, donc il est plus pointu lorsqu'on veut faire du contenu. Et ça, c'est quand même, il faut le reconnaître, c'est la première IA française. Hein. Oui. Alors, française, oui. Non, mais en tout cas, c'est la moins américaine. Et effectivement, la tonalité est différente. La tonalité est différente. Il fait encore des fautes bizarres de majuscules au début des titres et tout, qui n'est pas du tout français. Mais en tout cas, oui, il a une tonalité beaucoup moins amazing que ChatGPT. Que ChatGPT. Ouais, ça, c'est clair. Et Perplexity, effectivement, il a la fonction Deep Research. Ouais, la recherche profonde. GPT aussi, là, qui est assez performante. Gemini aussi, d'ailleurs. Je ne l'ai pas dit, Gemini est le seul qui a accès à Google. Par définition, la recherche profonde au sein de Google, elle est incroyable. Donc voilà, donc nous l'idée c'était de vous donner un petit peu un étendu de ce que l'on utilisait aujourd'hui. Alors et on teste tous les jours des IA. Alors après c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une telle profusion d'IA sur le marché qu'on ne pourrait pas y passer nos journées complètes, mais effectivement c'est important de tester parce qu'effectivement on voit bien que certaines vont être beaucoup plus performantes. Nous on s'était fixé, en tout cas moi je m'étais fixé l'année dernière un défi, c'était de concevoir des outils et des applicatifs en interne. Donc, on a créé pas mal de solutions. On a créé une solution de vérification numéro en interne qui permet d'identifier, de s'assurer que les données
d'un interlocuteur ne sont pas des fausses données, et du coup, c'est même une techno que l'on a mis sur notre comparateur MongoDB. Donc ça, on l'a fait vraiment from scratch avec les équipes. On a travaillé sur le projet uniquement avec de l'IA. On s'est obligé à créer les dashboards, à créer les algos. On a tout fait avec l'IA. On travaille beaucoup, nous, sur l'analyse de nos tunnels. Alors, il y a des IA qui sont dédiées à ça. Alors, ils sont plutôt onéreuses. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on s'est posé, qu'on a vu effectivement ce que pouvait faire Claude, on s'est dit que c'était un bon début, en tout cas. Exactement. Voilà. Et puis après, le SEO est un sujet, comme l'a dit Yannick, aujourd'hui, de plus en plus de recherches se font et on voit bien qu'il y a une bascule qui s'opère sur les LLM et que Google perd des parts de marché ou en tout cas recule. Et du coup, on essaye justement d'être présent. On appelle ça le GEO, je crois. Absolument, Generative Engine Optimization. Voilà, donc on travaille là-dessus, même si on n'a pas encore percé les mystères du GEO, mais bon, on continue à travailler dessus. Donc voilà, l'IA est bien présente chez MongoDB et en tout cas, nos équipes s'amusent tous les jours à tester et à produire justement des solutions pour nos partenaires et clients. Bon, j'allais te poser une question sur les appels, mais bon, je vois le temps qui passe. Donc, sur les appels, oui, c'est… Pareil, ça a le même esprit. L'idée, c'était de se dire on veut créer une solution complètement automatisée, pas concevoir des dashboards. Donc, l'idée, c'était de se dire… Les appels entrants. Ouais, là, on va générer des appels entrants à destination de partenaires. Donc, on a commencé à commercialiser. Et donc, ce qui veut dire qu'on n'est plus dans la situation de dire je vais recevoir un lead, je vais devoir l'appeler avec toutes les problématiques que tu peux avoir d'injoignabilité, des personnes qui vont dire je n'ai pas fait de demande, je ne suis pas intéressé. Là, en l'occurrence, c'est la personne, elle a vu une offre. Cette offre, elle considère qu'elle est adaptée à son profil et dit ok, moi je veux passer à l'étape d'après, donc je vais directement appeler l'assureur. Et donc nous, on va justement, grâce à l'IA, on a réussi à développer cette solution donc, qui permet de générer de l'appel entrant et surtout, qui est très important, va répondre aux exigences de 2026 sur toute la brique démarchage téléphonique. Oui, tout à fait. Voilà. Je te laisse peut-être reprendre la main pour cette conclusion. Merci Karim. Donc, 3 choses, effectivement, je l'ai dit à un moment, mais il ne faut pas tomber dans la flemme de générer des prompts, des instructions très, très simples. Voilà. Soyez beaucoup plus exigeants avec l'IA qui ne vous connaît pas. Même au bout d'un an, il ne sait pas beaucoup de choses sur vous. Il ne faut pas tomber aussi dans la surestimation de ce que peut faire l'IA en attendant qu'il fasse 100% du job. Non, ça ne marche pas comme ça. Déjà, s'il vous a aidé à 50, 60, 70, 80%, c'est déjà très, très, très bien. Gardez un peu l'esprit critique et la réflexion. Et enfin, ça j'aime bien le dire, c'est pas moi qui ai pondu cette phrase, mais effectivement, l'IA ne remplace pas l'humain. Mais par contre, aujourd'hui, des collaborateurs ou dans votre secteur, des gens qui sont, eux, dopés et dotés à l'IA, forcément, auront plus de cordes à leur arc, auront beaucoup plus de temps, d'efficacité, de qualité, et donc auront une meilleure, finalement, pourront beaucoup plus servir leurs clients, se consacrer sur la relation client, sur le commerce, la découverte, le conseil, tout ça. Nous, on s'est amusé, petite parenthèse, on s'est amusé à challenger les IA. C'est-à-dire que tout à l'heure, je le disais, il y a différentes IA, et à un moment donné, c'est vrai qu'une tâche, justement, pour voir un petit peu s'il y en a une qui est vraiment plus performante, tu peux la donner à ces différentes IA et voir le résultat. Donc, je trouve que c'est un exercice qui est sympathique. D'ailleurs, petite chose, je crois que tout à l'heure, on disait que c'était beaucoup de choses sur vous. Vous pouvez faire un petit test. Si vous utilisez beaucoup, vous donnez votre QI. Ça, c'est incroyable. Donc, après, il faut l'avoir utilisé un certain temps pour qu'il puisse effectivement savoir beaucoup sur vous. Et activer la mémoire, parce que ce n'est pas des faits. Oui, voilà, exactement. Donc, si vous avez des questions, alors je sais qu'il y a eu différentes questions qui ont été posées, mais si vous en avez d'autres, on a encore quelques minutes à vous consacrer, en espérant que vous en saurez plus aujourd'hui sur l'IA et que vous aurez pu identifier en fait des axes de développement dans vos cabinets, que vous aurez pu identifier des possibilités d'action, vous aurez identifié peut-être des gisements pour aller chercher justement faire plus d'affaires, peut-être multi-équiper votre cabinet, ou faire monter en expertise tout simplement vos collaborateurs, parce qu'aujourd'hui, je pense que le premier réflexe à avoir pour utiliser l'IA, on se dit, oui, mais il faut que je m'y mette, Il y a un truc qui est tout simple, vous installez au moins une application sur votre smartphone, je pense que ça, c'est le premier élément, et puis vous le mettez nativement sur votre navigateur, et puis au lieu de taper sur Google, vous allez aller directement aller sur votre
sur votre IA. Nathalie, écoutez, si vous avez des questions, Nathalie, merci en tout cas pour votre retour, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. S'il y a des choses que vous souhaitez clarifier, on est là pour vous aider, en tout cas Yannick et moi-même. Et puis, on vous a justement mis un petit questionnaire afin que vous puissiez effectivement nous donner votre sentiment par rapport à ce que l'on aura pu vous présenter aujourd'hui. Alors après, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez vaste et qu'en 1 heure, il est difficile de faire un tour beaucoup plus précis. Merci d'être resté jusqu'à la fin néanmoins. Merci à tous et merci pour effectivement votre petit retour par rapport à ce webinaire. Merci Yannick et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.